Donc, au menu ce soir, je ne vous donnerai pas tout le pedigree. Si vous êtes inscrit, vous l'avez déjà vu. Bruno, qui est MBA en informatique, qui est le PMI en Agile Certified, etc., etc., etc. C'est gênant qu'ils se mettent toutes les ça devant quelqu'un qui le regarde. Donc, effectivement, Bruno est vraiment a énormément de background qui va pouvoir nous en faire profiter. Il nous a parlé un petit peu de comment est-ce qu'il pensait conduire la conférence. Et puis, ça va être assez dynamique, puis on va être très agile même en le faisant. Ça fait que Bruno va peut-être ajuster certaines affaires en cours de route, selon ce que vous allez répondre. Puis, il y a beaucoup, ça va être aussi interactif. Donc, pour ceux qui sont à côté dans un coin en train de dormir, vous allez devoir être proche de votre écran parce que vous allez avoir à participer. Fait que le stage est à vous. Donc, je cesse, Bruno, mon partage. C'était l'étendue de ce que j'avais à couvrir comme nouvelle. Merci beaucoup, Jacques, très apprécié. Puis bonjour à tous, bonsoir plutôt. Très content d'être là avec vous aujourd'hui. Puis Jacques, effectivement, quand le cocktail aura lieu, j'aimerais bien être invité aussi. Ce sera l'occasion de se voir en personne, hein. Oui. Ce sera avec grand plaisir, par exemple. Donc, on va parler d'un sujet chaud aujourd'hui. Euh, Analyse d'affaires, agent du changement dans un contexte de transformation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai proposé ce sujet au chapitre de Montréal de l'IBA? Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup d'organisations sont en transformation. La transformation est devenue normale. C'est-à-dire qu'on est tous continuellement en transformation. Et la question, c'est d'explorer qu'est-ce que ça veut dire pour le rôle d'analyse d'affaires. Euh, Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis impliqué dans des transformations organisationnelles. Ça veut dire qu'on touche à la culture, au processus, à la structure, etc. Et je me suis rendu compte de deux choses, parmi d'autres, les deux choses qui, je pense, sont pertinentes pour la rencontre aujourd'hui, pour la présentation. C'est que, un, la boîte à outils et le panel de compétences de gestion du changement, entre guillemets, traditionnel, j'y reviendrai après, ne convient pas très bien pour la transformation. Parce que transformation et changement, on appellera parfois ici changement linéaire pour faire la distinction, pour faire le contraste, ce ne sont pas les mêmes animaux. Ce qui est une des raisons pour laquelle beaucoup de transformations échouent. En toute franchise, les transformations généralement échouent quand on regarde objectivement. On le dit rarement parce que ça fait pas bien évidemment de dire ça, mais c'est la réalité. Donc ça, c'est une chose. On n'est pas bien outillé pour ça. Et attention, le but ici n'est pas du tout de pitcher gestion du changement contre transformation avec des groupes d'arguments. Là. Au contraire, c'est de montrer il y a une complémentarité, ce n'est pas les mêmes situations, il y a un continuum entre les deux. On va le voir tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que la gestion du changement et de la transformation devient progressivement une compétence générale. Et là, je fais un peu le parallèle avec les compétences d'utilisation d'outils informatiques il y a 30 ans. Il y a 30 ans, moi, quand j'ai commencé ma carrière, là, quelqu'un qui avait besoin de faire de l'Excel, par exemple, ou l'équivalent d'Excel à cette époque-là, il fallait quasiment appeler quelqu'un de TI. Okay. Aujourd'hui, on ne trouve plus de job si on ne sait pas faire de l'Excel. Mon postulat, puis vous êtes libre de me challenger évidemment, c'est que c'est en train de devenir la même chose pour le changement et la transformation. Comme tout le monde se transforme tout le temps, partout, et quelque part, il y a une base de compétences qui devient générale. En d'autres termes, il y a un panel de compétences et de pratiques qui émarge tout simplement à un rôle d'agent du changement. Et ce rôle, c'est un rôle que les analystes d'affaires ont également et sont même très bien placés pour l'avoir. Et je ne dis pas ça par politesse parce que vous êtes analyste d'affaires. Simplement, j'ai travaillé beaucoup d'analyse d'affaires. Puis moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le caractère multifacette et la capacité à naviguer notamment entre la partie affaires, la partie TI, etc., qui souvent est moins présent dans d'autres rôles de l'organisation. Donc, je pense sincèrement que l'analyse d'affaires a un rôle très important à jouer, à la fois par rapport à aider à la transformation, mais aussi pour aider à sa transformation, parce que le rôle lui-même est en mutation. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder deux choses. On va d'abord regarder la distinction entre changement et transformation. Puis je suis intensément provocateur parce que, bon, comme je disais, c'est un continuum, c'est plus pour vous faire réagir. Puis deuxième chose, on va regarder un outil très pragmatique qui s'appelle les 6 sources d'influence, qui est un outil qui en fait est simple, puissant, pragmatique, versatile, qui donc est un outil qui est idéal
pour des agents de transformation qui n'ont pas nécessairement une expertise de 10 ans en gestion du changement, par exemple. Donc, un outil qui est vraiment utilisable par tout un chacun. Sinon, avant de commencer dans le sujet, peut-être quelques mots par rapport à moi-même. Donc, moi, en fait, Bruno Collet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas français, je suis belge d'origine. C'est toujours mieux, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 20 ans quand même que je suis à Montréal. J'ai pas mal voyagé aussi. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille vraiment en transformation, des rôles généralement conseiller stratégique, conseiller en management, etc. J'ai ma propre compagnie qui s'appelle Agile Leader Academy. On est deux en fait dans la compagnie, mais généralement on travaille avec d'autres, hein, on forme des équipes, etc. Puis typiquement, on est une boutique de consulting qui est donc à rendre les organisations plus adaptatives et les leaders transformationnels. Ce qu'on appelle généralement l'agilité au sens large. Je me méfie beaucoup du mot agile parce que, comme le mot analyse d'affaires, finalement, ça a pris un peu, ça a pris vie, puis c'est devenu différentes choses. Donc, c'est pas mal ça. Je suis également enseignant à HEC, École des dirigeants, sur le leadership agile, à l'UQAM, ESG+, pour le design d'organisation agile. Je suis enseignant aussi au PMI pour la certification ACP, donc la certification agile, et fréquemment avec l'Ordre des ressources humaines du Québec pour des formations sur, par exemple, l'autonomie des équipes, etc. Donc, j'ai un petit volet formation également. Mais bon, vous n'êtes pas venu ici pour entendre mon CV, donc on va commencer sur le contenu, si vous le voulez bien. Alors, on va partir sur un chiffre. Je vais partager quelques diapos. Ah oui, autre petit point là, important quand même. Je voudrais que vous soyez à l'aise de m'interrompre. On n'a pas trop de monde, donc je pense que c'est tout à fait correct si vous levez la main, que vous avez une question pendant la présentation. Alternativement, vous pouvez choisir de la mettre dans le clavardage et on va la prendre à la fin. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions pendant, des commentaires, des expériences à partager aussi, hein, parce que l'idée, c'est qu'on échange ici. Moi, en fait, j'ai oublié de dire ça, je ne suis pas analyste d'affaires, hein. Donc, ça veut dire que je vais avoir besoin de votre collaboration pour notamment faire le lien entre le contenu. Il y a des liens très forts, c'est certain, mais vraiment trouver des anecdotes qui font le lien entre le contenu puis votre métier d'analyste d'affaires. Sur ce, ben oui, un chiffre qui n'est pas très reluisant. Oui, un petit détail, la présentation est généralement en anglais, parce que ça vient d'un cours en anglais, mais c'est l'anglais très accessible, on va dire. Donc, un chiffre qui n'est pas très reluisant, environ 30% seulement des changements majeurs, qui sont évidemment comme des transformations, réussissent dans les organisations. C'est un chiffre qui est vraiment très mauvais, ce qui montre qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas bien outillé. Puis l'idée, c'est qu'avec ce genre de présentation ici, de partage, ben, on fasse progressivement monter un petit peu ce score particulièrement pathétique. Alors donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est changement par rapport à transformation. Je vais vous raconter une histoire. Sur base de l'histoire, on va regarder le modèle des 6 sources d'influence pour comprendre pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent. Parce que ce n'est pas forcément évident. Ensuite, on va voir les stratégies, puis si on a le temps, les bonnes pratiques. Alors, première partie. Changement par rapport à transformation. Là, en fait, le changement, notre postulat, c'est que le changement est relativement linéaire. Dans beaucoup d'organisations, la gestion du changement est faite sur un paradigme de mode en cascade. On connaît le point B, on définit le point B, on spécifie ce qu'on veut faire, puis on avance, on arrive là. Si vous connaissez un peu le modèle de Lewin, qu'on montre souvent avec le unfreeze, execute, freeze. C'est un modèle qui est séquentiel. Il ne donne pas beaucoup de capacité de réagir, etc. Alors que de l'autre côté, là, le pissenlit qu'on voit ici, bah, c'est beaucoup plus par émergence. Donc on va dans une certaine direction, il y a le vent qui souffle là, mais il y a toute une série d'incertitudes, il y a de volatilité, puis on doit en tenir compte, on doit même en tirer parti dans l'évolution de l'organisation, de son rôle, du département, quelle que soit la portée du changement. Donc on voit qu'il y a quand même deux approches assez différentes par rapport à ça. Et ce qui est marrant aussi, c'est que dans beaucoup d'organisations que j'ai visitées, on voit cette dichotomie. On voit par exemple qu'il y a des équipes de gestion du changement qui vont typiquement être des professionnels, évidemment, en gestion du changement, qui vont être assignés à des projets, aux besoins des projets, pour le volet de gestion du changement des projets, formation, etc. Et on aura une équipe distincte de transformation. Et donc là, c'est très révélateur aussi que les organisations réalisent que c'est
ce sont des compétences qui peuvent être distinctes en fait. Ceci dit, c'est pas comment dire, j'encourage pas à faire ça séparément parce que ça peut créer aussi des silos. Donc pour moi, ça devrait être des professionnels qui maîtrisent les 2 sujets parce que c'est un continuum, hein. Je vais voir si parce que je n'ai pas le chat qui est ouvert, je voudrais voir si jamais il y a des questions. On va le déplacer, excusez-moi. Bah déjà, je peux vous faire réagir ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager une histoire de ce qu'il pense être un changement plutôt qu'une transformation ou vice-versa? Juste pour cristalliser un peu ces 2 concepts. Je vous invite à lever la main si vous voulez partager quelque chose. C'est correct? On va continuer sinon, parce que j'aurais besoin de votre aide, hein, je vous le dis directement. Ah, Isabelle? Je dirais que les transformations, c'est plus profond qu'un changement. Il va y avoir des changements comme la culture, les valeurs, les façons de faire. Les transformations, c'est un petit peu plus profond que... Ok, j'ai du mal à entendre, mais j'entends. C'est plus profond. Oui, comme il va y avoir Ok. des changements au niveau de la culture, la façon de faire. Culture, effectivement, c'est un très bon point. C'est la profondeur du changement. Quand on parle de changement, généralement, on va être sur les comportements, sur les méthodes. C'est la partie visible de l'iceberg. Transformation, souvent, elle est beaucoup plus en profondeur. Excuse-moi Isabelle, si je ne peux pas paraphraser exactement, le son n'est pas très bon. J'espère que j'ai capturé les mots-clés. Donc c'est un excellent point, effectivement, la profondeur. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure, je pense que tu as quasiment volé mon punch par la suite. Alors, on va passer à un petit exercice. Est-ce que moi, on m'entend bien? C'est bon, ok. Oui. Excellent. Un petit exercice, puis je vais partager un mural. Je vous rassure tout de suite, vous ne devez pas vous connecter au mural. Je vais tenir le crayon, mais c'est vous qui allez guider ma main. Alors, on va aller chercher l'écran du mural. On va partager ça. C'est des joies du Zoom. Voilà, voilà. Donc, on va regarder changement par rapport à transformation. Ici, on a justement, je pense que je zoome suffisamment là. On a ici à gauche, changement entre guillemets linéaire. Okay, sachant que c'est un peu l'extrême du changement. Et à gauche, une transformation. Donc, on parle d'incertitude, d'émergence, etc. Puis, à la fin de l'exercice, il faut qu'il y ait un petit post-it bleu, un petit sticky bleu, dans chacune des cases. Par exemple, le but ultime d'un changement linéaire, souvent, on va travailler sur le quoi, sur une amélioration discrète, incrémentale. Alors que quand on regarde la transformation, souvent, puis ça rejoint le commentaire d'Isabelle aussi, ça va être plus sur le pourquoi, quelque chose qui est existentiel ou qui est vraiment au niveau modèle d'affaires, par exemple. Okay, le Covid, c'est un bon exemple. Le Covid a généré des transformations. Ce n'est pas en ajustant un petit peu le gate 3 de la gestion de projet qu'on va régler ça. Il y a des éléments vraiment sur le style de leadership, sur la structure de l'organisation, sur la culture. Il faut qu'on est capable de survivre à ça et même d'en tirer parti. Donc là, je vais vous laisser me guider. On va les prendre un par un, par exemple. Si ici, je prends par exemple le point B est prédéfini, ce serait à gauche ou à droite? Et là, on va faire ça à la criée. Donc, marchez au poisson, vous parlez directement. Si ça ne marche pas, on va lever la main, mais on va d'abord essayer comme ça. Donc, le point B, à gauche où ça, vous pensez? Ah, oui, OK. Endpoint. Endpoint, OK. Excellent. Effectivement, c'est le sommet de l'escalier. On sait où on veut aller. Donc, par exemple, on va engager 10 responsables de vente pour la succursale. On sait où ils vont être, on sait quelles compétences, on sait exactement quand ils seront efficaces, quand ils seront intégrés. Le point B est connu. On peut avoir une définition déterminée. Tac, 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 tac. Alors, si je regarde maintenant, les employés sont des agents du changement. Je mettrai ça où? À droite. À droite. Employee role. Employee role, c'est Vincent, je pense, qui parlait. Excellent, effectivement. Ils sont agents du changement. Ah, plus difficile maintenant. Il est plus difficile que d'autres, vous allez voir. Plan. Où est-ce que je mettrais ça, le plan? Le fait d'avoir un plan détaillé, un plan qui dit 1, 2, 3, 4, comment on doit faire. À gauche. À gauche. À gauche, oui. Process. Les deux, process.
OK. On va regarder ça par après. C'est pas tout à fait correct, mais c'est pas grave. C'est parce que le vocabulaire n'est pas toujours idéal. Parce que justement, on est en transformation, donc c'est incertain puis c'est flou. C'est ma manière de m'excuser. Si tu trouves une raison pour l'avoir fait ainsi. Change Group, donc un groupe de gestionnaires, un groupe de spécialisés, d'experts, encourage l'adoption et confronte la résistance. À gauche. À gauche. À gauche, oui. Led by. OK, on peut le mettre là, led by. Culture, identité. Clairement à droite. À droite. À droite. Scope. OK, on va le mettre là. Vision. Là, vous avez commencé à avoir droite. les habitudes, là, c'est bon. À droite. Uncertainty. Process. Uncertainty. Uncertainty. Je poserai au plan, en fait. On va le laisser ici pour l'instant. OK. OK, on sait que c'est à droite, puis on va voir. Principalement prévisible. C'est pas compliqué, ça. À gauche. À Uncertainty. gauche. Voilà, ouais, effectivement. Bon, pas Mhm. beaucoup d'incertitudes. Local et spécifique. Gauche. Organizational scope. OK, excellent. Organisationnel et systémique. À gauche. Là, on va commencer à avoir des petits conflits. Là, mais Ça serait à droite, en fait. à droite. À la place de C'est ça culture. Ouais, et où est-ce qu'on mettrait culture, identité? Ouais. Led by, peut-être? Deep of change. Allez, on va le mettre dans Depth of Change. On triche Ouais. un peu là, c'est bon. Ok. Emergent Zone B. Là, on a une direction, on ne sait pas où on va, mais on ne sait pas exactement où on va atterrir. C'est un peu les graines du pissenlit là, qui volent. Endpoint. Bah. À droite. À droite. Endpoint, exactement. Exactement. Mostly unpredictable. Bon, là, c'est trop facile. celui-là, hein. Uncertainty, OK. Co-création non linéaire, expérimentation. Ça serait le process de. Process à droite. OK, droite. excellent. Ways of working. Serait à À gauche. gauche. Death of change. OK, on va mettre ici. Mhm. Alors, ici, il nous reste method-based, linear, plan, execute, finish. Process. À gauche. Process à gauche. OK, si on met un process, celui-là, on mettrait où? Lead by. Led by, ouais, c'est mené par. Ouais. Led by est un peu ambigu parce qu'en fait, c'est pas de personne qu'on parle, c'est quel genre d'artefact va mener. Donc ici, celui-là, on le déplacerait ici. Employee role. Non. Et Puis à vision, droite, vision. Led by. exactement, exactement. Donc l'idée ici, led by, c'est finalement ce qui mesure le succès d'un changement, c'est qu'on a respecté le plan. Ce qui mesure le succès d'une transformation, c'est qu'on a réalisé une vision. C'est un peu ce qui tire vers l'avant le changement, la transformation. Puis le rôle de l'employé aussi, c'est un point intéressant parce que en changement traditionnel, ben, en fait, les employés ils reçoivent le changement. Donc, ils sont l'objet du changement. Alors que du côté transformation, les employés sont le sujet du changement. Ils sont eux-mêmes agents du changement. Et évidemment, ici, c'est une vulgarisation. La réalité, c'est que c'est un continuum. C'est intentionnellement vulgarisé pour vraiment mettre en lumière le contraste entre les deux. Est-ce qu'il y a des points là-dedans qui sont, selon vous, qui méritent une discussion supplémentaire? Vous voudriez vous pencher là-dessus? Ou est-ce que vous voulez continuer? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent là-dedans? C'est pas clair. Vous n'êtes pas d'accord? C'est correct, on peut ne pas être d'accord. Hein. Vous pouvez me challenger. C'est correct? On compte jusqu'à 3. Allez, 3, voilà, c'est bon. C'était rapide. Hein. Si quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à mettre dans le clavardage des commentaires, etc. Hein, pour partager. Donc, ça, c'est un bon exercice pour comprendre un peu les deux différents animaux. Maintenant, on va aller un cran plus loin. On va aller sur la continuum. On va faire ça rapidement parce que je vois le temps qui file. Là, c'est un continuum. Donc, j'avais dit, on a le changement linéaire d'un côté, puis transformation de l'autre. On peut même aller au-delà de transformation. Parce que transformation, il y a aussi un point final. Il y a aussi un moment, transformation est terminée. Mais en fait, une organisation qui est réellement agile, par exemple, elle se transforme en continu. Donc, on a une capacité à se transformer qui est comme en veilleuse tout le temps.
L'idée, c'est pas de se transformer, puis tu sais, en 2023, ouf, on a réussi, puis crise prochaine, 2026, on a une nouvelle transformation. On peut aller même au-delà de ça pour vraiment avoir une évolution continue. Ça, c'est un autre sujet. Ici, sur cet exercice-là, on a différents exemples de changements de différentes natures et différentes ampleurs. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en placer quelques-uns sur ce continuum. Par exemple, on va en faire un pour vous. Si je mets, par exemple, qu'il n'y a pas de rencontre, pas de meeting les vendredis après-midi. C'est un changement, il faut le communiquer, il y a des changements de comportement, etc. Ce sera probablement plus du côté changement. Ce n'est pas quelque chose qui va toucher profondément l'organisation. Bien que certains pourraient dire qu'il y a un impact culturel progressif. Ça, c'est une autre situation. Maintenant, je me tourne vers vous. Puis, est-ce qu'il y a des post-it que vous voudriez déplacer? Vous pouvez me dire lequel, puis où le mettre quelque part sur ce continuum. Là, je vous laisse la parole. Ouais. Oui. Je dirais l'intelligence artificielle, il y a tellement d'incertitudes. C'est toujours à gauche. Ouais, attends. Il faut que je le trouve, par exemple. Ah, c'est là. Non, OK. c'est ça, Ouais, c'est bon. le suivant. Lui, Ouais. c'est vraiment on est dans l'incertitude. Tout le monde le vit en ce moment. Exactement. Tu sais, on ne peut pas dire point B, spécification, étape 1, 2, 3, 4, et that's it. Non, on a toute une série on doit expérimenter, on doit s'informer, on doit faire de la veille, de la vigie. Donc, on voit que le processus n'est pas le même. On va en faire encore un? Moi, je dirais que l'ERP, tu le mettrais à gauche. Deploy ERP. Ouais. OK. Bon, c'est sûr que c'est vulgarisé, donc on pourrait dire que ça peut être plus ou moins profond, mais ce serait probablement plus vers la gauche. Beaucoup d'organisations, elles ont déjà fait ça, 1, 2, 3, 4 fois, un SAP, autre chose. C'est probablement un peu plus complexe, un peu plus incertain que des vendredis sans réunion, mais on est quand même encore plus dans le prévisible. OK? On peut faire un plan. OK. Vous voulez en faire encore un? Oui, la note schedule meetings for 50 minutes, ça serait, c'est du même goût que meeting free Friday afternoon. Ouais. D'ailleurs, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Moi, je vois beaucoup de rencontres qui commencent à 35 ou terminent à 25. Et pour avoir ce petit temps-là, ouais, effectivement, c'est des changements de comportement. Mais vous voyez que c'est un continuum, en fait. C'est pour ça que c'est important de voir qu'il y a une différence, mais qu'en tant qu'expert, on doit être capable de naviguer à travers ça. Parce que 80% de ce qu'on fait, en réalité, c'est quelque part entre les deux. C'est un peu ça le message, finalement. Puis pour terminer, on a l'iceberg. Et là, je vais me contenter de le raconter un peu, parce que, à moins que vous voulez vraiment faire l'exercice. C'est et là, ça rejoint un peu le commentaire, je pense, d'Isabelle au début. Effectivement, ce qui distingue aussi le changement, la transformation, c'est la profondeur. Si on prend par exemple ce qui est le plus à droite ici qu'on a fait, donc l'IA, je vais grandir l'écran, je vous rassure. Donc si on prend l'exemple avec l'intelligence artificielle, bah ça, c'est une transformation. On va probablement pouvoir trouver des choses qu'on va devoir faire à tous ces niveaux-là. Oui, on va essayer de ChatGPT, on a des trucs comme ça qui vont être très visibles, mais ça va nécessiter des processus qui vont être un peu plus en profondeur. On va se rendre compte que la gouvernance, les budgets, la gestion de projet, le gating, tout ça, bah, ça va aussi être affecté pour profiter de ça. Et ainsi de suite. Donc finalement, ce genre de changement, bah, ça va toucher aux différentes couches. En fait, cet iceberg-là, on l'appelle souvent l'iceberg de la culture. Ça montre qu'en fait, quand on fait du changement organisationnel, donc de la transformation, en fait, c'est très tentant de se focaliser juste là-dessus. Et on peut le faire, mais pour que ça soit soutenable, si je veux qu'un comportement soit soutenable, je dois avoir les couches d'en dessous qui le soutiennent, littéralement, visuellement. Si je mets un comportement là, même les réunions, pas de réunion le vendredi, mais que je fais rien d'autre, probablement que ça va s'éroder, ça va s'effriter. Parce que le gestionnaire, par exemple, management style, c'est de gestion, mais le gestionnaire va dire, par exemple, bah, tiens, ouais, là, il y a une urgence, on va prendre ce moment-là. Puis progressivement, après 3 semaines, vous avez peut-être déjà vécu ça, après 3 semaines, le changement, il ne tient plus la route. Il n'est plus là. Donc, ce genre de petit outil là peut aussi vous aider à vraiment bien comprendre quand on veut faire un changement, ben, c'est quoi que ça impacte en termes de profondeur. On va revenir à notre diapo.
N'hésitez pas si y a d'autres questions ou commentaires, hein. Moi, je suis tout à fait interruptible. Juste un commentaire dans ce cas-là, c'est ça. Je commence à avoir un peu un portrait, effectivement, une transformation. C'est quelque chose de très fondamental. Et puis, même si on met des choses en place, il faut que ça soit soutenu dans l'avenir par les gens qui sont là. Et si les gens qui sont là ont un esprit très cartésien, carré et déterminé, bien, on aura beau mettre en place ce qu'on voudra, il n'y aura pas beaucoup d'évolution vers la suite. Ça va être cristallisé à ce moment-là. J'ai plus l'impression qu'on parle un peu comme dans un cas d'une destination, puis de l'autre, c'est plus un processus, comme tu as dit un peu plus tôt, quelque chose qui devrait normalement se faire en continu, puis qui devrait être intégré par les gens puis par l'organisation. Tout à fait, excellent point. On doit procéder par émergence. Émergence, l'organisation en fait, est ce qu'on appelle un système adaptatif complexe. Je ne veux pas avoir l'air trop académique, mais l'idée, c'est que ce n'est pas déterministe. C'est non linéaire. Il faut essayer des choses, puis il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres qui vont moins bien fonctionner. Ça veut dire que, et ça c'est très culturel, ça veut dire qu'il y a un droit à l'erreur quand on fait une transformation. J'ai jamais vu une transformation complexe qui a fonctionné sans qu'on soit planté quelquefois. Ça, c'est très important aussi en termes de gestion de transformation, ce que ça veut dire. Je partagerai avec Georges, puis Jacques, et votre comité, les diapos à la fin de la présentation, puis vous pourrez les partager avec les participants. Si vous voulez réutiliser ça, vous êtes bienvenus évidemment de bénéficier de ces outils après la présentation. Alors maintenant, une petite histoire. On va passer à la deuxième partie, puis là, on va regarder le modèle des 6 sources d'influence. Puis on va faire d'abord une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire qui s'appelle « C'est pas personnel ». Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Il y a quelques années, j'étais dans une organisation, une grande organisation, c'était dans le groupe de gestion de transformation, l'équipe transformation. Et puis, c'est une transformation agile. Donc, on voulait s'assurer qu'on puisse faire les choses progressivement, qu'on puisse s'ajuster en cours de projets, de programmes, d'initiatives, etc. Je n'irai pas dans le détail de l'agilité, en d'autres termes, ce qu'on appelle l'incrémental, l'itératif. On voulait arriver à ça. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe qui ne suivait pas du tout ça. Et ce groupe, c'était les méchants analystes d'affaires. Ils n'étaient vraiment pas embarqués là-dedans. Ils faisaient un énorme truc au début du projet, c'est ce qu'on percevait évidemment. Et puis après ça, ça se déroulait exactement comme prévu. Puis là, une de mes collègues a dit directement, ils comprennent rien, il faut les envoyer à une formation agile. Là, je me suis dit, attends, peut-être, mais allons peut-être interviewer certains d'entre eux. C'est un groupe de 15 analystes d'affaires, on va en prendre 3 et on va leur parler. On va voir qu'est-ce qu'il en ressort. Donc, on a pris 3 analystes d'affaires, puis on a été les interviewer. Puis on dit, voilà, on a constaté que on essaie d'aller vers l'agilité, mais vous avez vraiment des façons de faire qui font qu'on essaie de tout comprendre dès le départ. Et ça rend l'agilité plus difficile à atteindre, sans jugement. On voudrait juste comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qui est une bonne idée? Est-ce que c'est optimal de faire ça? Alors, il y en a un qui a répondu, non, Bruno, j'avoue que c'est pas vraiment optimal parce que on sait que quand on fait ça, il y a beaucoup de choses qu'on écrit qui en fait sont obsolètes très rapidement. Ah, ok, intéressant ça. Et du côté agilité, là, on donne l'impression que vous ne maîtrisez pas du tout. Est-ce que c'est le cas? En fait, il y a quelques personnes de notre équipe qui ont été à des formations agiles, qui ont été dans des projets agiles, etc. Là, comment ça se fait donc? Pourquoi vous faites ça là? Pourquoi vous faites ce document de 27 sections à remplir de 400 pages là? C'est parce qu'en fait, il y a la gestion de projet. Pour passer à la deuxième gate, on doit avoir ce document qui est rempli. Les 27 sections, sinon on n'a pas le budget pour la suite du projet. Ah, intéressant ça. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne remplissez pas ces 27 sections? Si vous mettez par exemple non applicable ou ça c'est risqué Bruno, parce que on va probablement se faire appeler devant le comité de conformité et il se peut même qu'on ait une note dans notre évaluation de performance. Ok, voilà, effectivement, je comprends pourquoi vous faites ça. Et au niveau de votre équipe, là, vous êtes 15 au total, les autres personnes, comment est-ce qu'elles réagissent à l'agilité? Tu sais, nous, les personnes chez nous, les gens très seniors, chefs d'équipe, ils ne sont pas tellement embarqués là-dedans. Quand on parle d'agilité ou de faire ça progressivement, élaboration progressive, on dirait qu'ils nous regardent comme si on voulait tourner les coins ronds, si on ne faisait pas notre job. Ah, ok.
Et idem au niveau des outils. On a une boîte à outils qui est super, mais c'est toujours des choses qui sont vraiment très, très, très cartésiennes. On n'a pas vraiment de choses qui sont propices à l'agilité. OK, ben, après ça, ben, ils sont sortis de la salle, puis moi et mes collègues, évidemment, on s'est regardés, on dit: «Ah, heureusement qu'on leur parle». Hein, parce que la conclusion qu'on avait, c'est pas forcément la bonne. Puis on s'est dit: «Ce serait bien si on avait un outil qui permet de faire ça systématiquement, de regarder un peu ces différentes dimensions». Puis c'est de là que vient les 6 sources d'influence. Donc les 6 sources d'influence, c'est un outil qui est très puissant, versatile. Je vais vous l'expliquer. OK? Donc la première source d'influence, il y en a 6 évidemment, comme le nom de l'outil le dit, c'est la motivation personnelle. Est-ce que j'ai envie de le faire? What's in it for me? OK? Parce qu'effectivement, pour toute chose, ben, il y a une motivation à moi. Pourquoi est-ce que je pourrais profiter de ça ou pas? Deuxième, l'habilité personnelle. Est-ce que j'ai les compétences de le faire? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce qu'on me donne l'espace, même psychologique, de le faire? Donc, on a la question d'habilité. Et vous l'aurez compris, quand on dit envoyer les gens à la formation, c'est ça qu'on adresse, c'est l'habilité personnelle. OK? Mais on n'adresse pas forcément le reste. Puis on a la partie sociale. Quand on dit sociale ici dans ce modèle, ça veut dire les collègues proches, les parties prenantes principales avec qui on travaille fréquemment. Motivation sociale, c'est est-ce que les autres personnes du groupe autour de nous vont encourager ce comportement? Si moi je fais ça, comment est-ce qu'on va me regarder? Comme si j'étais fou ou comme si c'était une bonne idée? Puis on a tous évidemment la propension à vouloir fitter, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir être le mouton noir puis que personne ne veut s'asseoir à côté de nous quand on prend notre lunch. Là, tu sais. Donc il y a toujours cette pression sociale là, qui fait qu'on a quand même envie de faire partie du groupe, quoi. Donc c'est un élément qui est très intangible mais qui est très puissant en fait. Puis vous l'aurez deviné, on a l'habilité sociale. On a plus la partie des outils, des processus, la fameuse boîte à outils que tout le monde a, qu'on soit en gestion du changement, en gestion de projet, en analyse d'affaires, vous avez tous votre intranet avec des outils, puis les ressources, etc. Tu vois. Est-ce que l'information est là pour le faire? Est-ce que quelqu'un va donner de l'aide? Puis on a la partie structurelle, que j'appellerais préférablement organisationnelle, mais le modèle est nommé comme ça. Donc c'est tout ce qu'il y a au-delà de ça. C'est les ressources humaines, c'est l'approvisionnement, c'est le leadership, l'exécutif, c'est tout ça. La motivation structurelle, ben, est-ce que l'environnement encourage à faire ça? Si par exemple, je fais ça, je me comporte autrement, je fais de l'agilité, est-ce que je vais être récompensé? Ou est-ce qu'au contraire, je vais prendre un risque personnel? Et le dernier, l'habilité structurelle. Là, on est plus vraiment le design de l'organisation, les niveaux hiérarchiques, la forme des équipes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça facilite ça? Est-ce qu'on a des équipes qui sont plus polyvalentes, qui sont plus par silo fonctionnel, par exemple? Tout ça sont des éléments qui vont jouer sur les comportements. Et donc, on a finalement ces dimensions. Hein. On a du côté vertical, on a ce qui est motivation, habilité, puis on a personnel, social, structurel. La combinaison des 2 x 3, ça nous donne les 6 sources d'influence. Ça, c'est un modèle qui est très simple et très puissant. Parce que quand on regarde ça, on est capable de regarder finalement, de ne pas avoir d'œillères. Qu'est-ce qui conditionne les comportements? D'où la question à laquelle on veut répondre. Pourquoi est-ce que les gens se comportent de la manière dont ils se comportent aujourd'hui? Et ce qui est aussi très révélateur là-dedans, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on peut dire que 80% des comportements, surtout dans les grandes organisations, sont menés, sont influencés essentiellement par ce qui est au-delà du personnel. D'où le titre de l'histoire, c'est pas personnel. Et vous voyez par exemple des gens qu'on change d'équipe, quelqu'un par exemple qui est dans une équipe, puis on dit ah elle travaille pas bien, elle n'est pas compétente, ou ça se passe pas bien, faut pas travailler avec elle. Puis elle change d'équipe, puis du jour au lendemain, ah elle est bonne, elle est compétente, c'est le fun de travailler avec elle. C'est la même personne, c'est les mêmes compétences. La différence, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est le social et le structurel. 80% de la performance d'une personne est dictée par le social et le structurel. Et si j'applique ce modèle à notre petite histoire, hein, on a posé la question, est-ce qu'ils ont déjà fait de l'agilité, etc. Ils ont déjà été au cours jusqu'à un certain point. Est-ce qu'ils sont intéressés à en faire? Ben oui, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas optimal de faire 27 sections en entrée de jeu, de l'analyse d'affaires. Mais attention, à cause de la gestion de projet, on se rend compte que là, il y a un obstacle qui les force à faire ça. Et même au-delà de ça, l'évaluation de performance, s'ils ne font pas ça comme ça, ils peuvent être blâmés.
Et finalement, les autres collègues de l'équipe, c'est pas terrible. Là. Ils vont pas se faire bien voir s'ils se comportent de manière plus agile, y compris la boîte à outils, des outils. Donc, on voit vraiment que ce qu'on doit éviter, c'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale de l'attribution. On dit, tiens, il n'a rien compris, ou elle sabote le projet. Dans la plupart des cas, les gens sont bien intentionnés et au moins modérément compétents. Il faut les voir ailleurs. Et même les gens qui sont experts en gestion du changement de transformation font encore fréquemment cette erreur. On pense que un comportement observable est le fait unique de la personne qui montre ce comportement. Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans que vous voulez explorer davantage? C'est correct? N'hésitez pas. Hein. Vous voyez aussi que ça, c'est lié à notre sujet parce que ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien dans la transformation. Parce qu'on a tous les éléments justement qui sont flous, qui ne sont pas clairs, et de l'exploration à faire, etc. On peut apprécier avoir des stratégies plus précises, mais l'exploration est nécessaire. Puis si on part avec une posture de changement linéaire, on ne va pas avoir cette lecture-là. Et vous avez certainement vécu ça. Hein. On envoie tout le monde au cours, puis les gens reviennent, et puis il se fait que le reste de l'organisation ne fonctionne pas avec ce qu'ils ont appris au cours, donc soit ils ne l'appliquent pas, soit ils l'appliquent et se mettent à risque, ça génère des problèmes. Parce qu'on aura adressé l'aspect habilité personnelle, qui est en fait juste une composante mineure dans ce cas-ci d'équation du succès. Donc voilà, 80% sont des comportements dans des causes extrinsèques. Alors maintenant, on va encore faire une petite activité. Là. On va aller sur Menti. Je vais partager mon écran. Donc c'est menti.com. Je vais vous montrer ça. Voilà. Partage d'écran. On a vu les 6 sources d'influence. Maintenant, je vous sollicite pour faire une priorisation. En contexte de transformation, puis là, je sais que c'est général, ça peut être numérique, TI, affaires, culturel, etc. Quels aspects, vous pensez généralement, posent le plus de défis pour l'évolution du rôle d'analyse d'affaires? Donc ça, ce que vous faites, c'est que vous allez sur menti.com, ici au-dessus, et vous rentrez le code qui est là, 36508739, que ce soit avec votre ordinateur ou avec votre cellulaire, vous allez voir un exercice de classification. Donc, il faut classifier. Et en fait, il faut faire le ranking des 6 éléments qui sont là. On a vu les 6 sources d'influence. Et à partir de là, on va voir les réponses qui vont s'afficher progressivement. Donc, qu'est-ce qui est le plus grand défi? Motivation personnelle, sociale, structurelle, habilité structurelle, sociale ou personnelle. Vous faites un ranking de 1 à 6, finalement, de ces 6 causes-là. Quand on parle du rôle d'analyse d'affaires, qu'est-ce que ça prend, finalement? Vous devriez voir normalement mon écran partagé, les réponses qui arrivent là, progressivement. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Ce n'est pas un exercice qui est scientifique, donc c'est clair qu'il y a de la perception là derrière, il y a du personnel, de l'émotionnel, c'est normal. N'essayez pas de tout rationaliser, lancez-vous. On va encore laisser un 10-20 secondes là, parce que parfois un peu réfléchir. C'est intéressant parce que ça ne va pas dans le même sens exactement que pour d'autres types de rôles, en fait, à qui j'ai présenté ça. OK. Comptez jusqu'à 5. 1, 2. Ça bouge encore. Hein. 3, 4, 5. Vous pouvez continuer à répondre, mais je ne pense pas que ça va changer l'ordre des résultats. Là. Donc, le numéro 1. Oui. Les analystes d'affaires, il y a pas mal un profil assez similaire. Et puis, les gens, en tout cas, je parle pour moi-même, les gens qui sont analystes d'affaires en général ont beaucoup de plaisir à faire leur métier. Puis, il y a un profil type, il y a des choses qui se ressemblent.
Fait que c'est pas surprenant que ça aille pas mal dans certaines directions. Ouais, ben d'un autre côté, Jacques, on voit quand même que c'est quand même assez partagé. C'est pas que vous avez une ligne qui était 10 fois plus longue que l'autre. Ouais. Donc, ça veut dire que les différentes facettes sont toutes assez pertinentes jusqu'à un certain point. Ben là, j'aimerais évidemment en profiter pour que quelqu'un s'exprime peut-être, si on regarde motivation structurelle. Qu'est-ce qui vous amène à mettre ça en premier? Puis il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste pour partager votre perception par rapport à ça. Soit de perception, soit même une histoire réelle. Je peux m'avancer un petit peu avec une opinion. C'est peut-être parce que souvent, les analystes d'affaires, on sent qu'au point de vue de la structure de l'organisation, c'est pas toujours la profession qui est le plus validée ou qui est prisée le plus. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on voit motivation structurelle, si je peux l'interpréter comme ça. Donc, c'est pas le rôle qui est le plus valorisé. C'est ça que tu dis. Peut-être c'est ça l'impression que souvent on a. OK. J'abonderais dans le même sens que s'il n'y a pas de motivation au niveau de la structure, ben, c'est difficile d'aller chercher des habiletés, puis ça influence tout le reste. Oui, c'est ce qu'on a vu Je effectivement dirais auparavant. aussi, l'analyse d'affaires, par nature, on est des agents de changement. On est à l'écoute, on cherche à changer, puis cet aspect-là de la motivation structurelle, c'est ce qui est le plus loin de nous, c'est ce qui est sur lequel on a le moins d'influence, mais pourtant, c'est peut-être comme on peut définir tout le reste. Si l'organisation pousse dans un sens, on l'a tous vécu au travers des années dans différentes organisations qu'à un moment donné, on le sait, c'est ça qu'il faudrait, mais des gens qui seraient normalement, qui auraient à intervenir, ne savent même pas qu'on existe. C'est un bon point. Effectivement, ça veut dire que vous voulez être plus important. Ça veut dire. Souvent, les analystes d'affaires sont placés dans une organisation en TI, puis des fois, ils seraient mieux placés côté affaires ou entre les deux. Puis souvent, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça. Souvent, le budget est plus gros côté TI, fait qu'ils sont placés dans les TI. C'est structuré comme ça. Oui, j'ai ma mise d'organisation et des analyses d'affaires en TI et dans les lignes d'affaires, qui se chicanent tout le temps, évidemment, parce que ils se marchent sur les pieds, ils ont le même objectif final. Et ça, c'est vraiment effectivement un problème d'habilité structurelle. C'est la structure d'organisation qui n'est pas cohérente par rapport à ça. Virginie? Oui, moi, ça fait longtemps que je suis à la même place. Puis, en fait, tous les gens qui sont assis au-dessus de ma tête ont changé. Puis, on voit que ça a changé la façon dont on travaille, en fait. Donc, on arrive à transformer. Ben, je ne sais pas si c'est encore fini pour savoir si c'est encore un changement ou une transformation. Mais en fait, on voit vraiment que si les gens au-dessus de notre tête se rament dans l'autre sens, ben, ça ne marche pas. Là. Puis, on a beau essayer de retourner tout. Donc, par expérience. C'est un très bon point. Puis en fait, pour revenir à l'outil lui-même, une des raisons pour lesquelles il est puissant, c'est parce qu'il est visuel. Par exemple, si je viens avec cet outil-là, en montrant ce qui s'est passé, comme la petite histoire qu'on a vue, vers des exécutifs, on peut montrer, voilà, qu'est-ce que ça prend pour changer. Et si vous ne voulez pas faire la partie structurelle, c'est correct. Mais alors, il faut être conséquent par rapport à ça. Il ne faut pas dire, tiens, et on va devenir, dans mon cas, on va devenir agile, etc. Mais on ne touche pas à ça, 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 ça. Ça ne marche pas. Tu vois bien pourquoi ça ne marche pas. Donc, du coup, on a identifié les causes. Donc, on peut avoir une vraie discussion sur ce que ça prend. Et une vraie décision. Et ça rejoint ton point, Virginie, c'est que si tu n'as pas l'accès à ces éléments-là, de fait, l'ambition de la transformation du changement doit prendre ça en compte. Et on voit aussi ici que dans les réponses, c'est très, très révélateur. Hein. Les deux premiers structurels, les deux suivants social, les deux à la fin, c'est personnel. Parce qu'effectivement, en général, ce n'est pas un liste d'affaires qui vont se dire alors moi, je ne veux pas me transformer, moi, je ne veux pas devenir agile. Je n'ai jamais vu ça personnellement. Okay, donc, c'est clair que ça ailleurs. Et je suis en cause aussi parce que je suis formateur, vous le savez. Et pourtant, je dis souvent, est-ce que la formation,
c'est la bonne solution? Est-ce que quand vous faites de la formation, leadership agile par exemple, que je donne à HEC, est-ce que vous aurez l'occasion de mettre ça en pratique? Si ce n'est pas le cas, venez pas. Ou il y a peut-être des choses à faire avant. Ce n'est pas très vendeur, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il y ait des gens qui viennent apprendre plein de choses, puis qui reviennent à leur bureau, puis qui soient frustrés parce qu'on peut rien y faire finalement. Donc, un peu le go-to, la solution go-to typique d'envoyer les gens à formation, ben ça remet pas mal en cause cette solution-là, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer par rapport à ce ranking là? On va aller un cran plus loin, on va faire encore un petit exercice Menti maintenant, parce que je voudrais qu'on aille un peu plus loin que ça. Je vais revenir en arrière, si j'y arrive. Voilà. Et je vais en lancer un autre. Parce que j'en ai plusieurs pour vous. Hein? J'ai travaillé dur, moi, pour vous. Donc là, on va être un peu plus sur la suite de notre discussion. C'est plus un exercice qui va nous permettre de rentrer du texte. Okay, donc ici, c'est vraiment, c'est quoi les plus grands défis? On a déjà parlé de plusieurs d'entre eux, la structure, etc., les rôles. Donc, vous pouvez rentrer vraiment du texte, puis ça va apparaître progressivement. Pensez, par exemple, aux rôles, responsabilités, les compétences, processus, outils, soutien organisationnel pour aller plus en détail par rapport à la question précédente. On a dit habilité structurelle, motivation structurelle, sociale, etc. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est le plus grand défi? Ça peut être un processus de gestion de projet, comme dans l'histoire. Ça peut être évaluation de performance, comme dans l'histoire. Ça peut être des choses qui sont tout à fait en dehors de l'histoire que j'ai racontée. Donc, encore une fois, menti.com, puis le code a changé. 386444414. On va se donner 2 minutes, là. Puis, je suppose que les réponses vont apparaître progressivement. Je ne vais pas les rendre visibles directement. On va les laisser un peu s'accumuler. Faites pas de la prose, hein. Quelques mots-clés, ça suffira. Du moment que c'est compréhensible. 4 réponses, quand même, on va essayer d'avoir un peu plus. Pensez un peu à toutes les facettes de votre travail, hein. Votre rôle, puis c'est où que ça fait mal, c'est où que c'est le plus difficile. Puis il y en a des facettes dans votre rôle. Regardez le Baboc, c'est une bonne source d'inspiration. Il y a combien d'activités dans le Baboc pour l'analyse d'affaires? 150? Un chiffre comme ça. Ok, on va. Allez-y. Oui? Non, vas-y. C'était facétieux, c'était pour répondre à la question d'Y. On va les montrer. On va voir ce qui apparaît. On a toujours fait comme ça. Il y a une inertie. Hein, effectivement, on ne va pas toutes les lire, hein, ce sera un peu long. Plus regarder un peu le type de choses qui ressort. Donc l'habitude, la force d'habitude est très puissante. On est plus sur la motivation sociale, qui, comme je disais, est assez floue, mais très puissante. Hein. Et moi aussi, ça m'est arrivé. J'arrive quelque part, surtout quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis plus, je m'en fous. C'est pas vrai, mais quand je suis plus jeune, j'arrive quelque part, puis je vois qu'on se comporte de certaine manière, je vais faire comme eux. Je ne veux pas faire chavirer le bateau. Gestion du changement pour l'organisation. Ouais. Leadership, on a parlé aussi. Disponibilité des ressources. Peut-être élaborer sur celui-là? Qu'est-ce que vous voulez dire par disponibilité des ressources, si vous voulez bien élaborer? C'est qu'en fait, moi, je travaille au TI avec les RH, en fait, qui sont tellement pris dans les activités quotidiennes qu'ils n'ont pas le temps d'investir du temps pour accepter de changer leur façon de faire. Je ne sais pas si je m'exprime super bien avec les bons termes, là, mais vous voyez l'idée. Donc, en fait, ils sont tellement pris par, je prends l'exemple de la paye, de la prochaine production de paye, que, regarde, ils n'ont pas le temps de remettre en cause la façon dont ils rendent ces données-là, puis on pourrait tellement arranger comme les choses. Mais c'est ça, en fait. C'est toujours... Ça marche comme ça, puis regarde, on n'a pas le temps de voir à côté, là. On continue comme ça. Oui.
Excellent, bah, tu avais le doigt là-dessus, Virginie, je comprends très bien. J'en vois d'autres qui rejoignent un peu ça. Disponibilité des collaborateurs, forme de soutien, parce que pour changer, il faut de l'espace. Il faut de l'espace temporel, il faut de l'espace technologique, parce qu'on prend des outils, il faut de l'espace psychologique. Quand on parle de sécurité psychologique, c'est le droit à l'erreur, par exemple, etc. Donc, tous ces éléments doivent être présents. Si on est déjà en crise, qu'on est déjà tous occupés à 110%, c'est difficile de se dire « Hey, on va apprendre quelque chose ». Tous les projets sont en retard. Hein. Tu ne vas pas apprendre quelque chose vendredi après 5 heures. Hein. Ça prend un petit investissement. Donc, c'est un point excellent. Souvent, on lance quelque chose, puis tout le monde a plein de bonne volonté, personne n'est contre la vertu, sauf qu'en fait, on est tous déjà occupés, puis on dit non à rien d'autre. Donc, du coup, bah, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un point que je mettrais du côté, on va dire, de l'habilité sociale et structurelle, quoi, finalement. Hein. C'est l'organisation ne donne pas de marge de manœuvre pour changer, pour évoluer. Rester à jour avec de nouvelles approches, effectivement, nouvelles technologies. Les besoins ne sont pas clairs. Écoutez, je pense qu'on a pas mal de choses là-dedans. On va poursuivre, mais je pense que la réflexion est intéressante. On a quand même des choses assez riches. Je partagerai aussi les réponses après la conférence. On va sortir de là, puis sortir du partage ici, puis revenir aux diapositives. On prend toujours un petit moment pour switcher. Donc voilà, j'espère que c'est un exercice utile. Je pense que oui. Je pense que ça permet comme de réfléchir à la problématique elle-même, mais vraiment sous l'angle de l'analyse d'affaires, hein, parce que chacun vit ça différemment finalement. Alors, vous l'aurez compris aussi, quand on parle des 6 sources d'influence, j'ai vu la petite histoire, la manière dont on pose des questions est fondamentale, parce que sinon, on ne va pas les couvrir. Donc l'idée, c'est que pour utiliser ce genre d'outil-là, qui est un outil qui, je pense, est utilisable par vous, vous me direz par la suite, l'applicabilité, il faut un peu préparer ces questions. On peut, comme dans l'histoire que j'ai racontée, administrer les questions en entrevue. On peut les administrer avec un atelier plus large. On peut même les administrer avec un sondage en ligne. On peut avoir toute une série de formats et de canaux, mais il faut les questions. Et des exemples de questions qui fonctionnent, c'est ceci. Est-ce que vous seriez, à quel point seriez-vous intéressé à essayer, dans ce cas-ci, des pratiques agiles, hein? Là, on est plus sur la partie motivation. Si vous faisiez cela, comment est-ce que ça influencerait votre carrière, hein? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Donc, ça, c'est plus sur la partie habilité, la partie sociale. Si vous faites ça, comment est-ce que vos collègues vont réagir, vous pensez? Alors, on est plus sur la motivation sociale. Est-ce que l'organisation, à quel point est-ce que l'organisation est prête pour supporter ce genre de choses? Là, beaucoup plus sur l'habilité structurelle. Je ne vais pas tous vous les lire, là, mais vous voyez qu'il y a des questions qui permettent de couvrir ces dimensions. Puis il ne faut pas essayer d'avoir des questions, une question pour une dimension. Généralement, une question, on est plus sur les approches de coaching, de conversation. On va naviguer là-dedans. On va naviguer, puis on va, grâce à ça, identifier mais qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement? Pourquoi les gens se comportent de cette manière-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, on est un peu plus sur l'approche coaching. Ce qui caractérise ces questions-là, pour en faire des bonnes questions, premièrement, elles sont assez courtes, hein. Deuxièmement, elles sont ouvertes. Vous voyez que ce n'est pas des questions oui/non. Ce n'est pas « est-ce que vous êtes ouvert à faire ça ?» C'est « à quel point êtes-vous ouvert à faire ça ?» Les questions ouvertes vont permettre d'avoir un dialogue, une conversation, alors que les questions oui/non vont généralement avoir des réponses, évidemment, qui sont beaucoup moins nuancées. Donc ça, c'est important aussi de s'interroger sur les bonnes questions à poser pour utiliser ce modèle-là pour identifier les causes réelles des comportements qu'on observe. Et pour ma part, j'ai souvent mis ça en place, même avec des gestionnaires exécutifs. Puis les questions sont très importantes parce qu'à la base, souvent les gens sont en déni. Donc à la base, on croit qu'on est déjà agile, dans le cas de l'agilité, qu'on fait déjà ceci. Donc les questions simples, on va se buter sur une forme de déni. Moi, je fais déjà ça, je suis déjà agile. Alors quand on commence à les poser de cette manière-là, ça va amener la nuance. Progressivement, on va non seulement nous apprendre quelque chose, mais la personne qu'on interroge, qu'on interviewe, va apprendre sur elle-même. Donc il y a un élément de réflexion aussi là-dedans. Donc ça permet aussi de passer cette étape de gagner la confiance finalement en posant les questions.
qui va aider pour la suite. Donc, un exemple, par exemple, si on est pour l'analyse d'affaires, en quoi est-ce que les processus corporatifs pourraient supporter cette nouvelle manière de faire l'analyse d'affaires? Donc ça, c'est une question qui va aider à avoir des réponses intéressantes. Et follow-up question, hein, ah ben ok, si on fait ça, qui seraient vos alliés? On est plus sur la motivation sociale, habilité sociale. Donc ça permet vraiment de naviguer avec le modèle. Alors ce modèle, il est puissant pour une autre raison, c'est qu'on peut l'appliquer à différentes étapes. Tout à l'heure, on a identifié quelque chose qui fait que ça a généré, je pense, un peu de frustration ici avec l'audience. C'est normal. On s'est rendu compte que finalement, beaucoup de choses qui bloquent, elles sont ailleurs. Et vous avez certainement tous entendu parler que c'est qu'on dit « Ah ben, c'est le système ». Mais le système, ce n'est pas une entité magique. Le système, il est fait de gens. Tout ce qui se passe dans le système, c'est quelque part des gens qui, à un moment donné, ont décidé que c'était comme ça. Donc la question aussi, c'est d'aller vers ces gens-là. Si je regarde par exemple notre petite histoire de tout à l'heure, on se rend compte que finalement, c'est la gestion de projet, etc., qui est l'obstacle. Je vais aller en amont. Je vais faire le même exercice avec, par exemple, les gens qui s'occupent du PMO, par exemple, qui conçoivent, maintiennent et appliquent la méthodologie de gestion de projet. Et je vais dire, ah ben pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ils vont même sorte d'exercice. Peut-être qu'eux aussi vont identifier, peut-être qu'ils vont identifier par exemple que du côté finance, il y a le budget, il y a OPEX, CAPEX, puis c'est à cause de ça qu'on doit faire que la gate 2, il faut l'analyse d'affaires complète avant de passer à la phase 3. Ah, ok, alors on va aller voir l'agent de finance. Troisième étape, pourquoi est-ce qu'on a ça? Et puis on va progressivement identifier vraiment la cause racine qui va faire que tout le reste va se débloquer. Et c'est très puissant parce qu'en fait, en prenant cette approche-là, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de choses qui nous limitent sont en fait auto-imposées. À la base, on croit que c'est quelque chose, c'est une loi. C'est une loi du Québec ou du Canada qui fait qu'à la gate 2, c'est comme ça. C'est pas vrai. La loi, elle dit juste OPEX, CAPEX annuel. That's it. Tout le reste, on fait ce qu'on veut. Les feuilles de temps avec les 500 rubriques, là, c'est nous qui nous sommes imposés ça. On n'a pas besoin de ça. On pourrait très bien avoir, tu as fait quoi en OPEX et en CAPEX cette année? Il y a comme 2 cellules à remplir. Et puis, au niveau légal, ce serait suffisant. Évidemment, il peut y avoir d'autres éléments. Peut-être qu'il y a une certification ISO qu'on doit préserver, des éléments de conformité. Mais la plupart des limites sur nos changements, nos transformations, sont en fait issues de règles qu'on s'est auto-imposées, puis qu'au fil du temps, on les a acceptées, internalisées, puis on ne les questionne plus. Et donc, progressivement, on remonte ça. Quand on regarde les problèmes qu'on a rencontrés tout à l'heure, qu'on a évoqués, problèmes de ressources, de leadership, etc., c'est ça qu'on va découvrir. Puis on va être face aux bonnes personnes, parce que ça ne sert à rien de brasser ça avec des personnes qui n'ont pas d'influence dessus. Ça sert de le faire une fois pour identifier. Mais après ça, si vous continuez à brasser ça, vous savez ce qui va se passer. Tout le monde va être démotivé. Parce qu'on aura tout ce qu'on aura eu comme conclusion, c'est quasiment tout ce qu'on veut faire comme changement, on n'a aucune influence dessus. Pas vraiment une conclusion très, très, très radieuse. Donc, il faut pouvoir remonter avec ça. Et quand on parle du rôle de l'analyse d'affaires, c'est la même chose exactement. Vous pouvez remonter le flux de ce qui cause des comportements pour aller jusque-là où ça fait mal. Et comme on l'a mentionné déjà quelques fois, la plupart des gens ne sont pas de mauvaises intentions. Quand vous êtes face aux bonnes personnes avec des arguments, c'est rare qu'ils vont vous dire qu'on ne peut pas le faire pour des raisons personnelles ou émotionnelles. Mais il faut d'abord arriver avec les arguments face aux bonnes personnes. Puis c'est ça que cet outil vous permet de faire. Parce que bien souvent, pourquoi ça bloque? Parce que, un, on n'a pas les bons arguments, genre envoyer tout le monde à la formation. Pourquoi? On ne sait pas. Deux, ce n'est pas les bonnes personnes. Je vais résoudre un problème, par exemple, de manière dont on fait les budgets avec les chargés de projet qui, en fait, eux, sont tout à fait tributaires de ce que Finance a décidé par rapport à ça. Donc, la grande majorité des blocages sur les changements, c'est parce qu'on n'a pas appliqué cette approche-là, finalement. Et évidemment, l'outil ici est très simple. L'outil en lui-même, je ne vais pas prétendre que c'est magique, c'est juste que c'est quelque chose qui va nous aider dans cette démarche-là. L'important, c'est la démarche, c'est la conversation autour de l'outil, pas l'outil lui-même. Là, je parle beaucoup, alors je vais prendre un peu d'eau,
Pendant ce temps, vous allez penser à une ou deux questions, ou réflexion, ou partage d'expérience. Oui, moi, j'ai quelque chose. Tu parlais effectivement de CAPEX, OPEX. Ça, c'est quelque chose de structurel. Effectivement, il y a des comptes à rendre aux actionnaires, mais CAPEX, c'est toujours bâti pour des budgets, puis ça se ferme en fin d'année, puis tu ne peux pas traverser l'année. Tous les budgets sont à recommencer. Puis ça, toutes les organisations, tout ce qui est gouvernemental qui fonctionne par fonds, ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire ça, mais il y a quand même moyen de dire si l'argent avait été attribué, qu'il puisse traverser l'année. Ça, c'est quelque chose de base. Puis même si on constate ça, la difficulté, c'est d'avoir accès à ces gens-là. Parce que je t'écoutais, puis oui, je dis oui, c'est ça. C'est les gens de notre équipe, habituellement, on a une bonne influence. Après ça, c'est les autres départements avec lesquels on interagit. Puis par la suite, dans la structure, les gens que tu nommais, là, quand tu nommais effectivement le PMO, puis après ça, tu remontes aux finances, etc. Comme je disais tantôt, dans bien des cas, ces gens-là ne savent pas qu'on existe. Puis on le voit et dit, c'est ça qu'il faudrait faire, mais... Généralement, vous savez ce qu'il faut faire. C'est plus être face aux bonnes personnes avec les bons arguments, effectivement. Ben, ouais. C'est ça, c'est la bonne personne. C'est comme, oh, si tu veux. J'exagère un peu, mais j'ai quand même beaucoup ça. Parce que même s'il y a des choses qu'on voudrait dire, comme l'exemple que tu as donné, CAPEX, c'est universel. Puis on le retrouve partout. Puis c'est tellement de base. Puis c'est pour quelqu'un de financier, c'est qu'il n'y a personne qui c'est une grosse exagération, du côté des finances, qui va s'être posé la question, c'est quoi l'impact sur le projet? L'année est finie, titre financier, on est correct, mais on a tout dépensé ça. Est-ce qu'on va avoir quelque chose en échange à cause du mode de fonctionnement? Puis je suis d'accord avec toi, le CAPEX, c'est nous autres qui s'imposent ça. Il n'y a rien qui dit, tu ne peux pas avoir une règle qui dit, bon, mais là, le budget est rendu à ça, tu traverses l'année, etc. Il faut que tu présentes l'information financière correctement, mais le restant, c'est des choses que les gens ont pris par habitude. J'arrête de parler. C'est vrai que c'est parfait, Jacques. C'est excellent, effectivement, pour paraphraser un peu. Ces personnes-là, dans ces rôles-là, si on ne va pas les voir avec des arguments, eux ne comprennent pas les conséquences. Eux, ils n'ont pas, si je remonte de quelques diapos, là, ils ne voient pas qu'on a... ils ne voient pas toutes les ramifications. Là. Ils vont jusqu'au comportement des analyses d'affaires au quotidien. Ils sont pleins de bonnes intentions, mais c'est juste... Et là, on est en transformation. On est sur la notion de comportement émergent. On met une règle quelque part, puis en fait, il y a toute une série de choses qui découlent de ça, puis qui sont non linéaires, qui sont complexes. Le rapport de cause à effet n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est vrai, puis comme tu mentionnais, Jacques, le fait que la clôture dans beaucoup d'organisations, la clôture des projets se fait non pas en fonction de la valeur d'affaires qui est délivrée, mais en fonction des dates et des budgets, ben, ça fait aussi en sorte qu'il y a des projets qui ne seront pas complétés. Puis à ce moment-là, ben, en termes de gestion de changement, on sait que, oups, il y a un projet qui a été closé avant même que la valeur d'affaires soit livrée en totalité ou la vraie valeur soit maximisée. Ben, à ce moment-là, le prochain projet qui arrive, il part déjà avec 2 prises parce que des gens ont déjà la perception que le projet va être fermé dans des délais X sans tenir compte de ce qui aurait dû être livré. Donc, forcément, ça amène un problème comme ça récurrent. Oui, c'est clair, ça crée un cercle vicieux, en fait, finalement. Je vais juste lire ce que Patrick a écrit. CAPEX, OPEX, c'est l'excuse pour fermer les portes à toutes les demandes de changement. Ça dépend de l'année pour l'organisation. S'il faut plus d'OPEX ou de CAPEX, ça peut varier grandement. Oui. En tout cas, on a mis le doigt sur quelque chose, je pense que j'ai touché un nerf, OPEX, CAPEX. Mais c'est marrant parce que, quelles que soient les personnes à qui je parle avec ce modèle-là, c'est un des éléments qui a des ramifications pour tout le monde dans l'organisation. Parce que c'est ce qui est le plus éloigné, puis j'ai bien aimé le chemin que tu as fait pour se rendre aux finances. Et puis, c'est ce qui est le plus éloigné des gens sur lesquels les gens ont moins d'influence. Tu as absolument raison, mais il faudrait avoir l'écoute de l'organisation. Puis là, comme tu as vu, comme dans
80%, c'est du côté social, puis aussi structurel, mais structurel, c'est loin, c'est comme... Puis si on arrive avec ça, même si on le sait, il faudrait changer l'approche de la compagnie. Ça ne se fera jamais. Bon, c'est ça. C'est difficile d'avoir l'écoute. L'idée, Jacques, c'est aussi qu'avec ce genre d'outils, on a l'argumentation. Oui. Puis, l'idée, c'est que s'il y a une transformation en cours, la transformation, elle a des gens qui vont la mener, même si chacun est agent du changement. Si moi, je suis en charge d'une transformation, ben, je vais prendre l'initiative d'aller voir ces gens-là avec les arguments. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, ils vont le régler. Ça veut dire que je serai au moins face aux bonnes personnes. Et j'ai pu le vivre. Donc, je ne veux pas non plus qu'on ait l'impression que ce n'est pas utilisable. Moi, je l'ai utilisé pour de vrai, mais c'est vrai que ce n'est pas gagné. Ce n'est pas parce que tu le sais que tu vas avoir l'effet escompté. Mais au moins, on se rapproche quand même du succès, quoi. Je veux juste faire une petite remarque, c'est moitié joke, moitié vrai là, quand même. C'est que là, faut se créer des alliances, il faut monter, il faut bâtir ça. Mais pendant ce temps-là, pour prendre un exemple un peu de ce qu'on disait tantôt, nous autres, on est payé par un budget auquel on est attaché. Fait que le gestionnaire de projet dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu veux changer de la compagnie? Non. C'est une blague, mais quand même, on reconnaît ce qui doit être fait. Ouais. Je l'entends très bien de ce que tu dis. C'est pas toujours facile. Je comprends très bien. Ce que tu dis, c'est que la situation actuelle fait qu'on n'est pas capable de mettre en place parfois ce genre d'approche, dépendamment de l'organisation. On va dire, c'est pas ton job. C'est pas ton job d'aller voir les finances pour parler d'OPEX CAPEX. Exactement. Aussi, peut-être, tu as fait le temps, tu n'as même pas d'endroit pour booker ça dessus. Et souvent, on décrit la portée des projets de telle sorte qu'on n'ira pas agir sur les problèmes structurels. On ferme la porte tout de suite à ces éléments-là, prétextant que ça va justement, ça va prendre trop de temps, ça va coûter trop cher ou c'est irréaliste. Des fois, il y a ça aussi. Ça nous amène à la partie suivante, qui est la dernière de la présentation, là, qui est justement la stratégie. Parce qu'une fois qu'on a identifié les causes racines, là, on peut commencer à établir des stratégies spécifiques qui sont vraiment focalisées comme un laser sur ce qu'on a identifié. Et selon la dernière discussion qu'on a eue, c'est que ce n'est pas facile de trouver des stratégies qui sont efficaces, notamment pour la partie habilité structurelle. Parce qu'elles doivent être beaucoup plus profondes. Mais pour chacune des 6 dimensions, des 6 sources, on a des stratégies qui existent. Si on regarde la motivation personnelle, les gens qui ne sont pas intéressés, avoir une histoire, avoir quelque chose qui se passe ailleurs, qui a bien fonctionné, c'est quelque chose qui va pouvoir les débloquer, par exemple. Chez une autre compagnie similaire, ils ont fait ça, ça a marché. Ah, ok, je suis prêt à essayer. Okay. C'est un exemple de stratégie pour l'habilité personnelle, même chose. On a les formations, évidemment, mais aussi la capacité à expérimenter. Si je dois apprendre quelque chose, il faut que je puisse me tromper. Donc, il faut que j'ai une portée d'expérimentation. On va faire un premier projet agile, et dans ce projet, on sait que ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. Donc là, on a l'habilité personnelle. Côté social, idem, motivation sociale. On va aller chercher des gens qui sont des leaders d'opinion, qui vont pouvoir montrer ça. Moi, j'ai utilisé ce genre de choses-là. J'ai même utilisé des choses qui sont un petit peu détournées, comme par exemple, je prends un article de quelqu'un qui est reconnu, j'envoie cet article qui, évidemment, montre ce que je voudrais faire, ou qui est en ligne avec ce que je voudrais faire, à quelqu'un qui a de l'influence dans l'organisation. Et du coup, l'article prend vie. Les rencontres suivantes, on commence à en parler. Bon, on ne me dit même pas mon nom, mais c'est correct. Il faut identifier ces points. C'est comme de l'acupuncture organisationnelle. Hein, on ne peut pas tout changer d'un coup, donc on va trouver le nerf, là, puis on pique juste dedans. Et puis à partir de là, il va se passer quelque chose. Puis ces nerfs, ce sont des gens, ce sont des connecteurs, des gens d'influence, etc., des leaders d'opinion. Si on parle de le défi que tu mentionnais, Jacques, comment est-ce qu'on va voir ces gens-là en finance? Et moi, je suis juste là, analyse d'affaires, puis j'ai rien à faire là. J'ai même ma carte d'accès, elle va même pas à leur étage. Tu sais, le bip est rouge, tu n'as rien à faire là. Est-ce que je connais leur nom? Ils sont sur l'organigramme. Ah tiens, est-ce que tu vas aller prendre un café avec moi pour partager quelque chose? Hein, là, on va au food court, on prend un petit café, un petit quart d'heure là. C'est informel, on s'engage à rien.
Ouais, quand c'est virtuel, c'est plus difficile, mais moi, j'ai développé l'art de bumper dans les gens pour faire avancer les sujets. Je savais qui allait à quel café à quel moment. C'était en embuscade. C'est ça. C'est une stratégie. C'est une stratégie aussi. J'avoue que c'est bon. J'avoue que c'est bon. Et parfois, il faut faire preuve de créativité sans se mettre à risque. Virginie, oui? Dans le même ordre d'idée, c'est de s'adapter aussi à la personne. C'est-à-dire que tu parles pas de la même façon à un comptable qu'à quelqu'un des RH ou à quelqu'un des TI, en fait. Ils ont chacun leur couleur, puis faut que soit tu tires sur le résultat, la méthode, ou ça dépend ce que tu veux, mais c'est ça, c'est en fait un peu manipuler en fonction de la personne que tu as en face, en fait. C'est un bon point, c'est pas manipulé, c'est normal. Tu as des gens qui sont analytiques, il leur faut des chiffres, etc. Tu vas dire 30% des transformations qui réussissent, voilà les analyses d'affaires, etc. On peut trouver des chiffres sur ce qu'on veut sur Internet, vous savez ça. Hein. Donc on peut leur faire dire ce qu'on veut, on va s'en servir. Hein. Tu as d'autres personnes qui sont beaucoup plus émotionnelles, qui vont avoir plus, faut venir avec une approche plus storytelling. Ah, il y a 3 ans, je suis arrivé, j'ai vécu ceci, etc. Ah, ok, ça va les toucher. Là, on est un peu plus sur la partie vraiment de agent du changement humain, là, mais ça fait partie des stratégies. Comme tu dis, Virginie, certaines stratégies seront plus sur le process, les chiffres, les faits, et d'autres sont peut-être plus sur des éléments de communication, d'histoire, d'expérience. Donc là, habilité sociale, comment est-ce qu'on pourrait créer des processus un peu différents parfois, en gestion de projet, par exemple, ce qu'on fait, c'est que voilà, on a un process de gestion de projet en cascade. On va créer un cadre agile, hybride, etc. C'est un exemple. On va amener d'autres voies possibles au niveau des outils. Motivation structurelle, là, on est beaucoup sur la récompense. Si je veux que quelqu'un se comporte différemment, s'il est évalué de manière qui va à l'encontre de ça, ça ne va jamais marcher. Surtout au niveau des gestionnaires. Chacun a un mandat de gestion et des objectifs. Donc, si on veut, par exemple, que on donne la capacité à apprendre, il faudrait que, on pourrait dire, par exemple, on pourrait dire, un objectif annuel, c'est d'apprendre une nouvelle technologie ou une nouvelle approche. Tu choisis ce que tu veux. Ça peut être l'agilité, ça peut être du lean, ça peut être n'importe quoi. Mais chaque année, tu apprends quelque chose. Et du coup, on évalue sur base de ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en plus de son travail normal ou qui se fait à la place de son travail normal. Parce que tout prend du temps. Et finalement, l'habilité structurelle, où là, des stratégies peuvent être de modifier parfois des éléments physiques ou technologiques. Ce n'est pas forcément de faire une réorg complète. Et là, ça revient un peu à notre exercice où on parlait, par exemple, d'un changement, de retirer, comment dire, les rencontres vendredi après-midi. Il y a des éléments comme ça qui peuvent en fait avoir des effets vraiment sur la culture de l'organisation progressivement. Des petits changements. En anglais, on dit parfois « smallest, biggest change ». Des changements qui sont petits, mais qui peuvent avoir des ramifications importantes, y compris au niveau culturel. Un exemple qui est vécu, qu'on a vécu tous il y a 10-20 ans, quand on a changé les cubicles, qui avaient des murs jusqu'au plafond, avec des espaces ouverts. Ça a changé radicalement le comportement des gens. Parfois pas dans le bon sens, mais ça a changé ça. C'est un changement qui ne nécessite pas forcément d'avoir l'engagement exécutif à tous les niveaux. Donc, parfois, il y a des éléments là-dedans qui sont plus apportés que d'autres. Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans que vous voudriez creuser? Ou des commentaires par rapport à ça? On va passer à un exercice dans ce cas-là. Petit exercice, on repasse sur le Menti. Pour la dernière fois, je vous rassure. Mais c'est le fun, le Menti, quand même. Moi, j'aime bien ça. Alors, je vais le lancer. On va passer celui-là, on va faire le suivant. Excusez-moi. Parce que je vois que j'ai toute une série d'exercices. Celui-ci sera plus intéressant. Voilà. Je partage mon écran, comme d'habitude. Alors, autre code, 4485394. Puis là, si on repense aux défis qu'on a mentionnés, hein, on parlait de ressources, on parlait de leadership, on parlait de l'accès aux personnes, etc. On parlait de l'apprentissage des technologies. Maintenant, on est sur la partie des solutions. Quelles seraient les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour ça? C'est plus difficile comme exercice. Je ne vous demande pas un plan, là, je demande plus, c'est
l'angle d'attaque, comme on a dit par exemple d'aller voir quelqu'un, d'essayer un nouveau processus, l'angle d'attaque qu'on pourrait prendre pour adresser les défis qu'on a mentionnés auparavant. Là, c'est un peu plus ardu, hein, mais c'est important parce que justement, c'est de là que dépend l'applicabilité du modèle. Le modèle, ce n'est pas juste de trouver des problèmes, c'est aussi d'avoir des pistes de solutions. Allez là. On est combien là? Il y a combien de monde ici aujourd'hui dans la salle? 31 participants, moins moi. On pourrait quand même avoir quelques stratégies qu'on a lues là, je pense, non? On met un peu d'énergie pour les dernières minutes. Allez-y. S'il y a moins de 6 réponses, 8 réponses, je ne viens pas au cocktail. On va commencer à les montrer, voir ce qui s'en vient, ça va peut-être inspirer les autres. Arrimage, outil stratégique. OK. La camaraderie. Donc, on est plus sur la partie sociale, c'est excellent aussi. Vous pouvez continuer à en rajouter quelques-uns si vous voulez. Hein. Meilleur contact avec toutes les parties prenantes. Rencontrer différents joueurs, c'est vrai, c'est simple mais efficace. Réserver du temps aux gens spécifiquement pour l'effort de transformation. Ouais. Ça me fait penser aux transformations que je vis parfois où j'arrive puis on me dit « Ah, on fait une transformation agile depuis 3 ans. » Je dis « Ah, depuis 3 ans, c'est quoi votre budget ?» Alors on me répond « Bah, on n'a pas de budget, c'est une transformation agile. » Ah, pardon. C'est vrai, si ça n'a pas de ressources, ça n'a pas de temps ou d'argent, ça ne va pas se passer. Hein. Effectivement. Être un mentor pour un analystes juniors, oui. OK. Oh, waouh, ça sent bien, hein. Vous êtes en feu. On va en prendre une ou deux pour élaborer quand même, parce que ça, il y en a qui sont vraiment sympas là, puis que j'aborde, que parfois je ne comprends pas. Changer l'approche. Qui veut que les analystes d'affaires ne décident pas? Est-ce que la personne pourrait élaborer ou quelqu'un d'autre même? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas moi qui le dis, mais je vais laisser la personne répondre. Mais moi, je m'oppose à ça. Moi, je suis contre aussi. Oh, pardon. OK. Voilà. C'est intéressant. C'est moi qui l'ai écrit. Moi, je le dis comme ça. Comme analyste d'affaires, je décide rien. J'aide un client à déterminer ce qu'il veut. J'aide quelqu'un à concevoir un design. J'aide, puis je m'assure que tout le monde se parle, mais ce n'est pas mes décisions. C'est certain que je vais les aider à formuler, mais ce n'est pas moi qui dis tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Peut-être que Jacques, il y a d'autres. Est-ce que Florence, toi qui as écrit ça, qu'est-ce que tu en penses? Désolé, Florence. Ah non, c'est comme celle-là, là, je l'ai. Jacques, je m'attendais à recevoir des tirs comme ça, mais pas de toi. Ah non! Mais où ce que je suis, tu sais ce que je suis, puis pour nous autres, c'est quelque chose qu'on vit. C'est comme. Mais dans le fond, quand je l'ai écrit, je pensais aux analyses d'affaires du côté affaires, pas du côté TI. Quand on est du côté TI, oui, c'est vrai, c'est plus difficile de décider à la place des clients parce qu'on est là pour comprendre leurs besoins. Mais quand on est du côté affaires et qu'on est responsable d'un changement, d'un dossier où il faut analyser et c'est quoi ce qui se passe, c'est quoi le problème, puis c'est quoi les pistes de solution. On ne dit pas quoi faire, mais à la fin, on ne dit pas ouvertement quoi faire, mais à la fin, ce sont nos orientations que les décideurs vont suivre. Je vais te donner raison d'une certaine façon. Par exemple, comme tu dis, du côté affaires, tu as raison. Par exemple, comme le skill set pour un product owner, c'est pratiquement identique à celui de l'analyse d'affaires. D'ailleurs, d'ailleurs, je le mentionne au bénéfice de tout le monde, une certification Product Ownership qui est très, très similaire.
Mais à ce moment-là, tu es la personne qui doit décider, qui doit prendre. Tout le monde va se tourner vers toi pour prendre ces décisions-là. Sauf que Oui. si moi, je suis un analyste d'affaires qui aide un product owner, à ce moment-là, ce n'est pas mon rôle de décider à sa place. Mon rôle, c'est de le guider, de l'encourager, etc. C'est à ce niveau-là que je dirais que l'analyste d'affaires qui a un rôle seulement d'analyste d'affaires, ce n'est pas son rôle de prendre toutes les décisions. Mais si c'est un analyste d'affaires qui est du côté affaires, qui est dans la business, c'est l'expert, c'est le product owner, oui, c'est à lui que tu vas poser des questions, c'est lui qui va décider. C'est lui qui va s'en servir. Bon, OK. Tu m'enlèves quelques pierres là. OK. Ce que je retiens au niveau de notre exercice, c'est que ça voudrait dire que finalement, dans la définition du rôle, on souhaite qu'il y ait des éléments sur lesquels on pourrait être décisionnel éventuellement. Si je m'imagine un RACI, j'aime pas trop les RACI, il y aurait des éléments où tu aurais des petits R, des petits A qui aujourd'hui sont pas là puis qui devraient apparaître finalement. Ça vous aiderait à avoir plus d'influence sur l'évolution du rôle, quoi. Oui, en effet, parce que des fois, ben OK, on va parler à produit, par exemple. OK, c'est pas vous qui décidez, on va parler à produit, mais dans le fond, en arrière, vous allez comme dire à produit qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est plus dans ce sens-là. Qu'on l'ait ouvertement, en fin de compte. En tout cas, ce serait une stratégie, puis comme j'ai mentionné auparavant, c'est normal qu'en transformation, on fasse des erreurs. Donc, il ne faut pas essayer d'avoir des stratégies qui sont parfaites, qui vont tout résoudre. S'il y a une chance, ça change quelque chose, on peut l'essayer. Il se peut que cette stratégie-là ne fonctionne pas, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas l'essayer. Peut-être une autre sur laquelle j'aimerais un commentaire, puis après ça, on va faire la dernière diapo puis clôturer, parce que je vois que le temps va vite, puis je vais laisser un peu de temps. Jacques, Georges, etc. Donc, si au niveau du temps, vous voulez m'arrêter, n'hésitez pas. Hein. Moi, je peux continuer longtemps. Hein, donc, pas trop longtemps. Encore 5 minutes, c'est bon? Oh oui, aucun problème. Okay, 5 minutes, c'est bon. L'habileté d'utiliser des outils qui, tout en étant très structurés, ouvrent la porte à la transformation et une nouvelle manière de concevoir les choses. Est-ce que quelqu'un pourrait, ou la personne, ou quelqu'un d'autre pourrait élaborer là-dessus qu'est-ce que c'est comme stratégie, puis qu'est-ce que ça va adresser comme défi? C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, ça, depuis le début de la présentation. Et peut-être que ça apporte un peu d'eau au moulin de la discussion précédente au sujet du pouvoir décisionnel des analystes d'affaires. Mais ce qui guide ma pensée là-dedans, c'est le fait que dans des mandats récents, j'ai utilisé l'outil Modern Requirements for DevOps, le produit Microsoft, qui est un outil, je ne travaille pas pour Microsoft, soit dit en passant. C'est un outil extrêmement riche, extrêmement multidimensionnel, mais en même temps extrêmement structuré, qui permet de faire toutes les activités, les éléments qu'on associe habituellement à l'analyse d'affaires, la saisie des requis, la définition des processus, et ainsi de suite, mais qui continue cet exercice-là en aval. Une fois les requis définis, une fois les processus définis, quelles sont les étapes suivantes en termes d'implantation, de tests, de déploiement, de traitement des bugs et ainsi de suite. Donc, une tentative, ça ne marche pas tout le temps en 100%, mais une tentative de mener de manière structurée l'exercice de bout en bout entre les premières tentatives de définir les requis et processus jusqu'à la fin, au déploiement, à la correction des bugs éventuels et tout ça, qui permet justement de mesurer le chemin qui a été parcouru entre les premières idées qu'on a eues au sujet des solutions jusqu'à la forme finale qu'elles ont prise. Donc, une manière à peu près structurée de
non seulement de mesurer, mais de bien visualiser le chemin parcouru du début jusqu'à la fin du projet. Ce qui me fascine là-dedans, c'est justement la façon dont quelque chose de très cartésien, très structuré, peut en même temps servir d'approche, peut soutenir très efficacement, je pense, un processus qui finalement mène à une grosse transformation et à un succès de projet qui pouvait sembler très, très distant au début du projet. Je vais m'arrêter de parler là. Non, mais merci beaucoup, Denis. Moi, ça me plaît bien. Puis, ce que je retiens beaucoup, si je généralise un peu, c'est que parfois, avec des outils, on peut changer les comportements, puis ça finit par avoir des conséquences dans l'organisation, y compris transformationnelles. J'ai vu ça avec des outils, par exemple, de collaboration comme Slack, etc., qui changent les comportements dans des groupes et qui font que les gens deviennent plus collaboratifs, etc., ou rendent les choses visibles. Dans ce cas-ci, ce que tu racontes, c'est que ça va rendre un flux complet visible, qui va faire que les gens vont commencer à se comporter différemment, et qui donc va soutenir une transformation grâce à l'outil. Et un point intéressant aussi des outils, je peux me permettre, c'est que les outils sont considérés comme neutres. Si Denis va dire, par exemple, je voudrais faire ça à un exécutif, l'exécutif va dire à Denis, peut-être, là je te niaise un peu, je te provoque Denis, ben, c'est pas ton job de faire ça. Mais si on installe un outil qui fait la même chose, l'outil n'a pas d'agenda. Donc du coup, on va s'en servir, puis ça va effectivement nous amener plus loin dans notre démarche de changement, de transformation. Donc, certains outils ont effectivement le potentiel, un peu comme des chevaux de Troie, là, c'est un cheval de Troie, l'outil. Est-ce que je résume bien? Oui, et j'aime l'image du cheval de Troie parce que comme bête qui pénètre dans la forteresse à l'intérieur de laquelle on peut se retrouver, qui intrigue beaucoup les habitants de cette forteresse-là, mais qui, bon, on l'espère quand même, où il y aura une fin un peu plus heureuse à l'histoire dans la mesure où les gens qui sortiront du cheval, ça ne sera pas pour mettre à feu et à sang tout ce qu'il y a dedans, mais justement pour essayer de constater que, bon, si justement vous êtes intrigué par la façon dont cette manière de faire a permis d'évoluer, de poser des questions sur les manières de faire, ben, pourquoi est-ce qu'on ne l'adopterait pas de façon plus généralisée? Non, c'est un excellent point. Merci beaucoup, Denis. Je pense que c'est effectivement les outils peuvent constituer des fers de lance, certaines stratégies. On peut également y penser dans ce sens-là. Je propose de continuer. Je ne veux pas passer à travers tout ici. Il y a beaucoup d'éléments qui se rejoignent aussi quand même, le mentorat, etc. Le point important, c'est qu'on voit qu'on n'a pas eu de difficulté finalement à trouver des stratégies. Okay, et puis ça, c'est le modèle qu'on a montré. Donc le modèle des 6 sources d'influence aide à ça. Ça aide à s'ouvrir l'esprit sur qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Si on avait eu les mêmes défis sans le modèle, on aurait ici 4 ou 5 stratégies peut-être. Pas 19. Je vais revenir aux diapositives. Voilà. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, quelques bonnes pratiques. On les a déjà évoquées, mais je vais aller rapidement là-dessus. La première, c'est la pratique de la main invisible. Puis c'est relié au fait que ce n'est pas forcément personnel. Si vous voyez un comportement, il ne faut pas essayer d'agir sur la personne. Il faut agir sur son environnement. Et l'environnement, en agissant sur son environnement, on va changer le comportement de la personne. En agilité, on utilise souvent la métaphore du jardinier. Hein, si j'ai des légumes, puis je ne vais pas prétendre que les gens sont des légumes, mais c'est pour la métaphore, là. On a des tomates, là, puis on fait pousser des tomates. Si la tomate ne pousse pas, là, c'est toute minus, là, c'est pas terrible. Je ne peux pas dire, hey tomate, tu pousses maintenant, allez, avance, grandis. Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que je peux faire pour que la tomate pousse? Je peux arroser, je peux faire caler du soleil, je peux mettre du terreau. Donc, vous voyez que j'agis sur l'environnement. Donc c'est la posture du jardinier quand on est en transformation, qu'on a beaucoup moins du côté changement linéaire. Changement linéaire, on va aller sur la chose.
Et ici, on va dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens-là, ils se comportent autrement? L'environnement physique, technologique, psychologique va jouer beaucoup. Les processus, etc. Donc, la main invisible, c'est un peu ça le principe, c'est que réfléchissons à ce qui peut faire changer les comportements sans directement dire aux personnes, tu dois faire ça. Ben, ça ne marche pas. C'est du contrôle, puis les gens vont se bloquer. Si vous avez des enfants comme moi, vous savez que c'est important aussi. Surtout des adolescents. On ne peut rien leur dire. Là. On est tous comme ça quelque part. Là. On n'aime pas se faire dire quoi faire. Hein. Alors, comment dire, overwhelm, en tout cas, surcharger le problème au sens où c'est pas d'avoir juste une seule stratégie qui va tout résoudre. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher. On va travailler sur l'élément CAPEX, aller voir des gens de finance. On va aussi regarder la gestion de projet. On va aussi aller voir les leaders d'opinion dans l'équipe des analystes d'affaires. Donc, on va faire une série de choses. OK? Il n'y a pas de stratégie magique. Certains vont réussir, d'autres pas. Pour finir, leader d'opinion. Moi, je dis souvent, comme coach, comme conseiller formateur, j'arrive quelque part, il y a 1000 personnes. Sur les 6 prochains mois, peut-être que je peux aider 50 personnes, 50 d'entre elles à évoluer. C'est lesquelles ces 50-là? C'est lesquelles les 50 qui vont faire tomber les dominos, qui vont créer une réaction en chaîne. Quand on est face à une transformation, un changement aussi d'ailleurs, mais surtout une transformation, si vous pouvez toucher là 5 personnes qui vont générer des choses, c'est qui? Essayez pas de coacher tout le monde, de former tout le monde. Vous allez vous perdre. Donc ça, c'est un peu ça l'esprit de cette bonne pratique-là. C'est de bien identifier ses cibles. Et pour finir, l'outil est très versatile. Je peux l'appliquer dans mon équipe. Ici, on parlait vraiment de l'organisation, mais on pourrait très bien dire, voilà, on est une gang d'analyses d'affaires, puis on se l'applique à nous-mêmes, on le prend pour faire un atelier. On peut regarder plus avec ses parties prenantes. Quelqu'un avait mentionné comme stratégie d'avoir la discussion avec les parties prenantes. On pourrait très bien faire un atelier avec les 6 sources d'influence, avec les parties prenantes principales. L'organisation, même soi-même. Donc, c'est un outil qui est très, très versatile. On peut l'appliquer à différents niveaux. Donc, c'est pas mal ça. On a atteint la fin de la présentation. Alors, on a déjà pas mal de questions, mais je suis évidemment toujours ouvert à en avoir d'autres. Donc, n'hésitez pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, en toute franchise, puis j'aime bien changer là-dessus, c'est l'applicabilité. Comme Jacques a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui peut faire que c'est difficile à mettre en place? Puis on en discute ouvertement. Ça ne m'intéresse pas de présenter des modèles qui restent théoriques. Donc, posez-vous la question, la semaine prochaine, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ou le mois prochain, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça concrètement? Dans ce cas-là, si c'est bien, normalement, on se garde toujours quelques minutes pour poser quelques questions, mais là, je pense que des questions, il y en a eu tout le long de la rencontre, beaucoup d'interactions, et puis on a comme un peu avancé dans le temps. Donc, je pense qu'on va conclure là. Puis, oui, ça, regardez, vous pouvez avoir les coordonnées de Bruno, mais ça va être juste comme rappel, le PowerPoint qui est utilisé ou l'équivalent de va être mis en ligne sous forme de PDF. Donc, vous allez pouvoir trouver ça, mais ceux qui veulent, prenez quelques secondes pour le prendre en note en ce moment, si vous voulez. OK, excellent. Je vais terminer là-dessus, donc n'hésitez pas. On peut continuer la conversation sur LinkedIn, etc. Donc, moi, je suis très accessible, toujours intéressé à discuter avec des gens passionnés. J'ai beaucoup aimé aux interactions, puis je vais laisser la parole à Jacques pour clôturer. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi beaucoup. Ça a été très, très, très instructif.